Je suis originaire de Dole, dans le Jura. Et quand j'étais enfant, j'ai passé de nombreux étés dans la campagne franc-comtoise, entre la forêt de Chaux et le Doubs, émerveillé par la beauté de la nature. À l'époque, j'étais aussi fasciné par la conquête de l'espace et des sciences que je découvrais en lisant le journal de Tintin. Et j'ai fait ensuite des études de physique, alors que mes frères étaient plus orientés vers la biologie, devenant respectivement médecins, pharmaciens et dentistes. Vers la fin de mes études, j'ai découvert l'écologie, une partie de la biologie qui étudie les écosystèmes, c'est-à-dire les êtres vivants en interaction avec leur environnement physique, chimique et biologique. Depuis 1950, la biologie moléculaire a fait d'énormes progrès en cherchant à réduire les êtres vivants à un complexe de réactions entre molécules. L'écologie, elle, étudie la démographie et l'évolution des organismes, leurs relations entre eux, les flux d'énergie et de matière au sein des écosystèmes. Ce regard intégrateur ne s'oppose pas au regard réductionniste de la biologie moléculaire, mais il lui est complémentaire en lui donnant du sens. Écologie et économie ont en commun le même préfixe « éco » qui vient du grec « oikos », maisonner. Dans un écosystème, le carbone de l'atmosphère est fixé par la photosynthèse pour fabriquer la biomasse végétale qui est broutée par les animaux herbivores, eux-mêmes mangés par les carnivores. Tous ces organismes, les plantes comme les animaux, finissent par mourir et reviennent à la terre et à l'air grâce aux décomposeurs qui les dégradent en éléments simples, dont le dioxyde de carbone ou CO2. J'ai étudié le cycle du carbone dans des prairies et des forêts en mesurant les faibles différences de teneur en CO2 induites par la végétation et le sol. On mesure aujourd'hui en continu des échanges nets de carbone des écosystèmes grâce à des tours à flux. Le réseau FluxNet comporte plus de 600 instruments, 600 tours qui sont instrumentés sur tous les continents et tous les types de végétation. En combinant ces mesures au sol avec un suivi par satellite de la couverture végétale, on en déduit le cycle du carbone pour la biosphère continentale. Ce cycle est globalement équilibré avant l'ère industrielle, mais l'utilisation récente du charbon, puis du pétrole et du gaz naturel ont provoqué des émissions croissantes de CO2, dont une petite part s'accumule dans l'atmosphère, environ la moitié. Le CO2 est un gaz à effet de serre qui piège la chaleur émise par la Terre et la renvoie vers sa surface. Sa concentration a augmenté de 40% depuis 1750, provoquant un réchauffement global de près de 1 degré, avec une fonte des glaces et une montée du niveau des mers qui est préoccupante. L'augmentation du CO2 atmosphérique est bien établie depuis 1970 et plusieurs climatologues soulignent son impact probable sur le climat dès cette époque. En 1979 a lieu à Genève la première conférence mondiale sur le climat, composée essentiellement de scientifiques. Elle donne naissance au GIEC qui, depuis 1988, compile les articles scientifiques consacrés au changement climatique et publie tous les 5 à 6 ans une série de rapports avec des synthèses destinées aux décideurs et au grand public. Ces rapports reflètent les idées dominantes de la communauté, mais discutent aussi des points de vue minoritaires. L'enjeu devient politique en 1992 avec le sommet de la Terre à Rio qui ratifie une convention cadre pour les États membres de l'ONU mettant en place un système global d'observation du climat et des réunions annuelles dites conférences de parties ou COP visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre. La première de ces conférences a eu lieu en 1995 après le second rapport du GIEC qui affirme l'origine humaine du réchauffement. Celle de Paris sera donc la 21e. L'enjeu économique et politique est énorme. Il s'agit de remplacer les énergies fossiles, qui représentent 80% de l'énergie actuelle, par des renouvelables, et ceci dès 2100. Les résultats concrets des COP sont peu nombreux et assez décevants. Mais un mouvement se dessine malgré l'inertie des États. En 2010, sous la pression des scientifiques, on tombe d'accord sur la nécessité de diminuer les émissions globales pour limiter à 2 degrés le réchauffement.
mais sans indiquer la méthode pour y parvenir. Il manque encore une volonté politique et citoyenne forte pour modifier en profondeur notre économie et nos modes de vie. Comment concilier un progrès technique qui a amélioré la vie de beaucoup de gens avec le respect de la nature et des êtres vivants dont nous sommes tous dépendants? Le pape François, dans son encyclique Laudato Si, donne des éléments de réponse en défendant le principe et le concept d'une écologie intégrale. Pour lui, garder la terre belle, préserver la nature et les espèces vivantes implique qu'on se soucie aussi des plus pauvres qui constituent la majorité des 7 milliards d'humains. Cela signifie adapter un mode de vie qui puisse être partagé par l'ensemble de l'humanité, diminuer notre consommation de biens matériels en privilégiant des activités comme la culture, la musique, les relations entre les personnes qui créent du lien et du sens. Cette mutation culturelle est évidemment favorisée au sein d'une tradition religieuse qui invite à la méditation et à la prière. Si nous continuons sur notre lancée, l'avenir sera sombre, avec un accroissement des inégalités, un accroissement des guerres et des flux migratoires et une détérioration durable du climat et des conditions de vie sur Terre. Nous avons aussi le choix de privilégier ce qui nous rend humains et de gérer la Terre pour tous d'une façon économe. Cela va à contre-courant du système dans lequel nous sommes tous embarqués et des intérêts économiques à court terme. Notre espérance est qu'en démocratie, le souci du bien commun l'emportera et mobilisera l'énergie des jeunes générations et de notre Église. Des mouvements d'horizons divers existent déjà dans ce sens. À nous de les rejoindre pour transformer notre société.